Et on a mis des notables qui avaient fait des histoires de mariage. On leur a enlevé les habits, ils sont dormis sur les atolls sous le soleil. Et ces notables-là, dans certains villages, on leur demandait de courir avec un véhicule derrière qui court derrière eux. Ouais, mais ça, c'est plutôt rigolo. Rigolo? Il y a d'autres questions, ingénieur agronome ou pas ingénieur agronome, on peut avoir des choses. Ah, même ses diplômes sont contestés? Non, c'est pas qu'il a fait la formation d'agronomie, mais le titre sûr. d'ingénieur, c'est une signature de ses moments tchèques. Monty TV, bonjour. Aujourd'hui, sur le plateau, nous allons traiter un sujet qui parle à beaucoup de Comoriens. Nous allons aborder la figure d'Ali Soili. Ali Soili, idolâtré pour certains, controversé pour d'autres, voire haï pour d'autres. Donc, dans ce plateau, j'ai l'honneur d'accueillir Oussam, qui est docteur en histoire. Oussam Ankil, qui est docteur en histoire, spécialiste des mouvements indépendantistes et d'Ali Soili. Il a fait une thèse intitulée « De la génération indépendantiste à la révolution socialiste d'Ali Soili » de 1958 à 1978. À côté de Oussam Soili Mohamed Soili, qui est journaliste et diplomate comorien, monsieur a fait partie des mouvements Somo-Anyumeni à l'époque. À côté de moi, ici présent, j'ai monsieur Antuf Shaharan, connu sous le nom de Jacques Latou, artiste, et très engagé dans les milieux politiques. Les jeunes de sa génération le connaissent pour avoir fait un son en fait hip-hop, rap sur Ali Soili. Et ici, il est là en tant que un des enfants spirituels d'Ali Soili. Avant de commencer, je m'adresse tout d'abord à Oussam. J'aimerais qu'il nous présente tout d'abord la figure d'Ali Soili. Qui était Ali Soili? Comment il arrive à être perçu comme le maître de la révolution aux Comores? Ouais. Merci. Ali Soili, on vrai dire, quand on l'étudie, c'est à la fois un personnage très à la fois controversé, mais aussi énigmatique, parce que même sur son état civil, ça pose problème. On ne sait pas. On n'arrive pas, bon, on dirait que Ali Soili ne fait pas figure d'exception dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de Comoriens, pour parler que des Comoriens de l'époque. Parfois, on a du mal à situer un peu l'acte civil, savoir où il est né, en quelle année. Ali Soili fait un peu partie de ces hommes-là. Un coup, on le fait naître à Madagascar, à Mahajanga. Un coup à Chouani, la ville de sa mère. Et encore aujourd'hui, je me rappelle, d'ailleurs, ça me permettrait de faire un petit hommage à notre cher Guy Sidé, qui nous a quittés cette année, Casimir pour certains, qui a beaucoup travaillé sur Ali Soili. Et Guy Sidé, lui, il fait naître Ali Soili à Mahajanga, par exemple, à Chouani, pardon. Et Mahmoud Ibrahim, qui a écrit sur une génération d'élite comorien, fait naître Ali Soili à Mahajanga. Quand on va, moi, pour avoir fait du terrain, des entretiens avec des gens de Chouani aussi, ils sont pas forcément d'accord sur le lieu de naissance d'Ali Soili. Bon, là, on parle du lieu de naissance, mais quand on vient, on prolonge un peu la vie d'Ali Soili. C'est un homme qui qui s'impose sur la scène politique par beaucoup de concours de circonstances. On sait, par exemple, et ça, Casimir Guy Sidé le rapporte dans son ouvrage, que pendant qu'il fait ses études à Madagascar, il est victime d'une machination qui lui fait croire que son père est mort, il revient aux Comores, et puis il revient à Madagascar, il est exclu du lycée à Madagascar, il revient aux Comores, il erre pendant un moment, il fait des rencontres qui lui fait passer un concours, et par la suite, il fait des études en agronomie, il revient, et en fait, quand on regarde tout ça, on se demande, mais et si ça s'était pas pour produit, est-ce qu'il serait cet homme-là
Et même sa présidence, on y reviendra certainement, il fait son coup d'État, c'est lui qui mène son coup d'État, il n'est pas président tout de suite. Et tout le monde s'accorde à penser que c'est Saïd Ibrahim qui est amené à devenir président. Et cette hypothèse a certainement raison, parce qu'on voit que c'est juste après la mort de Saïd Ibrahim, le prince Saïd Ibrahim, qu'Ali Swalihi redevient président. Et en fait, à chaque fois, quand on lit sa biographie, on est en droit de se poser la question à chaque fois, et si ça s'était pas produit? Et si la rupture, et si la France ne s'est pas repliée à Mayotte, et si les amis mahorais avaient tenu les promesses qu'ils avaient tenu, enfin qu'ils avaient promis à Ali Swalihi, c'est-à-dire de retourner dans le giron comorien, de reformer un État comorien, est-ce que Ali Swalihi l'aurait mené une révolution? Bon, c'est à des questions certainement avec les amis ici on va aborder, mais c'est comme ça un peu que moi je vois Ali Swalihi. D'accord. Et vous, Mohamed Swalihi, comment vous le percevez, Ali Swalihi? Ali Swalihi, je le vois dans trois figures. D'accord. Il y a Ali Swalihi, le militant politique, qui était un stratège pour arriver au pouvoir. Il y a Ali Swalihi, le chef d'État, qui a défini une orientation, un mode de gouvernance assez problématique. Et puis, il y a Ali Swalihi, le tribun. J'ai plutôt l'impression que les gens se retournent essentiellement vers l'homme des grands discours, que réellement, qu'est-ce qu'il a fait en tant que acteur politique. Parce que c'est ce qu'il a fait en tant qu'acteur politique qui est sujet à débat, à contradiction. Mais son discours, il y a très peu de Comoriens, d'hommes politiques comoriens qui ont eu ce niveau de talent dans le discours politique, notamment dans la maîtrise de la langue comorienne. Peut-être s'il y a quelqu'un qui avait un niveau de maîtrise de la langue comorienne de très haut niveau par rapport à lui, c'était pas un politique, même s'il était dans la politique, c'était le mufti Qadi Sayyid Mohamed Abdurrahman, devenu mon mufti, qui a réussi à maîtriser le comorien dans la traduction du Coran, dans l'utilisation réellement de la langue comorienne. Mais sur le plan de la vie politique d'Ali Swalihi, je pense qu'il est un bon stratège pour arriver au pouvoir, un mauvais stratège pour garder le pouvoir. D'accord. Et vous, Jacques, on peut vous appeler Jacques Lato, avec votre nom d'artiste. Donc, vous n'avez pas connu, contrairement à Mohamed Swalihi, lui, il a connu cette période swalihiste. Oui, je l'ai vécu. Il l'a vécu. Alors que vous, non, vous êtes une génération, vous êtes issu de la génération d'après. Ouais. Donc, Ali Swalihi, vous le vivez de loin, en fait. Vous vous présentez en tant qu'héritier d'Ali Swalihi, entre guillemets. Mais comment vous le percevez, vous Je crois que j'ai introduit un petit peu ce que vous allez dire, mais quelle est votre position par rapport à Ali Swalihi? Pour moi, c'est une figure historique, en fait. C'est une figure qui inspire. Moi, je l'ai connu par rapport à une chanson que je devais faire. Mais j'étais pas du tout engagé, j'étais juste un artiste rappeur classique qui écrit des textes pour se faire aimer par son milieu. J'étais juste ce garçon-là. Et un jour, je devais participer à un concours. On devait écrire des chansons sur les présidents révolutionnaires africains. Donc, j'étais comorien, donc je devais chercher c'était qui le révolutionnaire aux Comores. Donc, on m'a dit c'était Ali Swalihi, je connaissais pas. Donc, on m'a dit fais des recherches. On m'a donné un livre, le livre qui s'appelle L'élan brisé de Swalihi, c'est ça. Swalihi, il est mort. Donc L'élan brisé. Donc j'ai lu le livre. Heureusement que Youssouf Saïd Swalihi. Heureusement que j'aimais lire. Donc j'ai lu tout le livre et je me disais, je savais pas qu'il y avait des Comoriens comme ça. C'est ce qui m'est venu dans la tête. Je pensais que les Comoriens étaient juste des gens simples qui vivaient leur vie, mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été comme un fan. J'ai adoré le personnage. En tout cas, comme l'a décrit l'auteur.
Donc j'ai adoré le personnage, donc je suis parti chercher les discours, j'ai écouté, j'étais comme une drogue, je me disais, mais il y a un Comorien comme ça, en fait. Je me disais, mais non, c'est pas possible que les Comoriens soient comme ça. Donc j'ai commencé à aimer le personnage, donc j'ai écrit une chanson par rapport à tous les documents que j'ai lus, toutes les recherches que j'ai fait. Donc à partir de là, je suis devenu quelqu'un qui aime Ali Soali. Donc durant tout mon parcours de vie, j'ai étudié le monsieur. Ouais. Donc dans ce que vous dites, je retiens une chose, une phrase. Je ne savais pas qu'il y avait un Comorien comme ça. Je reviens vers Oussam. Je ne savais pas qu'il y avait un Comorien comme ça. Il n'a pas connu Ali Soali. Il découvre Ali Soali par le biais d'un livre. Et il nous fait une chanson de rap, je pense que très engagée par rapport à la personnalité d'Ali Soali. Donc, je pense que je me trompe pas si il voit à travers Ali Soali une figure contestataire de la colonisation, mais aussi un nationaliste incontesté. Un exemple, quelqu'un qui parle bien, voilà. qui a des principes, qui vit à travers ses principes, et qui, en fait, c'est un homme intègre. Intègre. D'accord. Oussam, est-ce que on peut décrire Ali Soali comme étant un homme intègre? Est-ce que Ali Soali est un nationaliste d'essence, un indépendantiste d'essence? Est-ce qu'il était prédestiné à être décrit comme tel et être perçu par les jeunes de cette manière? Question très intéressante, mais à la fois très difficile à y répondre, parce que il faudra, pour répondre à cette question, moi j'aurais envie en fait de la diviser, enfin chronologiquement, de diviser cette question en deux, c'est-à-dire d'Ali Soali d'avant d'être président et l'Ali Soali d'après, ou Ali Soali avant un coup d'État et Ali Soali d'après. Parce que souvent quand on étudie Ali Soali, enfin quand on lit Ali Soali d'un point de vue citoyen, et on a raison, on a le droit du moins, on se fie à ce que Ali Soali a fait pendant sa présidence. Et chronologiquement, il faut se rappeler que la présidence d'Ali Soali tient sur 2 ans. Et moi, j'aime bien rappeler, parce que dans mes recherches, j'aime bien revenir sur quelque chose, enfin, ce qu'on appelle le vernaculaire, en s'attachant aussi sur la langue comorienne. Ali Soali avait une très belle phrase qui disait « Tarihi do Hakim ». L'histoire, on sera juge, et le fait est que nous, jeunes d'aujourd'hui, ou enfin les jeunes d'aujourd'hui du moins, ou du moins quand je dis jeunes, c'est-à-dire nous qui n'avons pas vécu cette période, on s'intéresse à cette figure, c'est de se dire qu'en fait, peut-être qu'il y a eu un manquement. Est-ce que il a tout bien fait ou il y a eu un manquement? Peut-être les deux à la fois. Parce que en fait, c'est un vide qui a été laissé par la suite, qui fait que Ali Soali a été repêché par l'histoire. Parce que nous, en tant que Comoriens, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, en refaisant un peu l'histoire, en reculant un peu, on se dit, lui, ok, il a fait ça, lui, et Ali Soali, dans cette vague d'histoire, on se rend compte qu'en fait, c'est le seul qui avait une politique de punch, enfin une politique qui tapait directement et qui avait une direction très claire et que on savait, on aime, on n'aime pas, mais on savait très bien où il voulait y aller. Alors que quand on recule avant l'indépendance, Ali Soali ne fait pas forcément figure de ces figures indépendantistes ou de ces figures politiques très marquées. Tout à l'heure, on en parlait avec certains amis et on se disait qu'en fait, c'est le seul président qui était vraiment un homme du terrain. Et à ce moment-là, Ali Soali, c'était ça. C'était un homme du terrain, quelqu'un... alors, c'est une autre façon de faire de la politique, hein, on le sait très bien. Mais du moins, c'était pas le champ classique d'un Comorien en faisant de la politique. C'est-à-dire d'aller... parce que là, quand on parle des indépendantistes à ce moment-là, le mouvement d'Ali Soali du Mranda est loin d'être un mouvement indépendantiste. Il y a le Molinako bien avant, il y a la SEC, voire même le Msoumanimen, il y a même le Passoko qui passe avant Ali Soali. Ali Soali devient, tout à l'heure, je parlais d'un personnage énigmatique, mais son point fort, pour en finir là, c'est peut-être que c'était un personnage très pragmatique aussi. Il avait un pragmatisme qui était bien ancré, qui faisait qu'il était capable de rebondir sur telle situation et s'adapter et de donner une direction très claire d'une politique. Et c'est peut-être le fort aussi d'un homme politique.
À cette période-là, là, je reviens à la période coloniale, en fait. Avant l'indépendance, bien sûr, Ali Soali, c'était, comme tu l'as dit, c'était un homme de terrain. Donc, il allait au cœur, en fait, des populations via le Mranda. C'est ça. Voilà. Et il abordait des personnalités que certains politiciens notables méprisaient en général. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui explique que des jeunes qui n'ont pas connu cette période soient attirés par cette personnalité. Mohamed Soali, vous qui avez fait partie d'une Somo Animeni, quand on entend certaines personnalités en fait issues de la SEC par exemple, ils considèrent que Ali Soali n'a jamais été un indépendantiste de prime abord et que il a été parachuté par la France. Est-ce que c'était votre positionnement à l'époque? D'abord, je voudrais distinguer la démarche M. Monimeni et la démarche ASEC dans cette période-là. Du moins dans cette période où Ali Soali était président. En fait, le M. Monimeni avait conclu une espèce de deal avec le régime d'Ali Soali, pendant que la SEC en France était dans une logique de pas du tout d'Ali Soali. Pourquoi M. Monimeni? C'était plutôt du pragmatisme. C'est qu'est-ce qu'on fait devant une révolution où il n'y a pas liberté d'expression. Donc, on a décidé de faire un deal culturel. Demander au régime d'Ali Soali de nous laisser faire la vie culturelle puisque c'était la nôtre. Nous sommes humains, c'était une vie d'association culturelle. Donc, nous allons faire représentation du pays dans tout ce qui est culturel comorien et pas la politique en tant que telle. C'était une stratégie, donc, de ne pas nous confronter directement avec le régime qui balayait tout, alors que ceux qui étaient en France, ils avaient toute la latitude de dire ce qu'ils souhaitaient dire, notamment dans le journal qui s'appelle Oussoni. D'accord. Alors ça, c'est une première clarification. Maintenant, je maintiens, est-ce que j'entends de notre jeune frère artiste, ce que je retiens, c'est qu'il a bien, à la limite, entre guillemets, adoré Ali Soali par le discours. Et ça, c'est tout le monde est d'accord sur le discours d'Ali Soali en tant que chef d'État, et même avant, quand il animait ses meetings, les gens avaient envie d'écouter Ali Soali. C'était quelqu'un qui savait faire un discours politique. Maintenant, est-ce que cela correspondait à ce qu'il faisait? Moi, je dis, pendant la période où il était opposant du gouvernement Seyed Mohamed Cheick, puis après, pas tout à fait Seyed Mohamed Cheick, parce que Seyed Mohamed Cheick, c'est le premier à l'avoir fait un homme politique. Seyed Mohamed Cheick, toute la génération Ali Soali, Mouzawar, Mahmoud Jahed, tout cela, un beau jour, Seyed Mohamed Cheick a décidé, vous allez être des députés. Il n'y avait même pas d'élection. Ils étaient tous nommés en accord entre le président du conseil de gouvernement et le commissaire de la République française. Ils ont fait une liste, ils ont choisi. Seyed Mohamed Cheick était dans l'idée, c'est les nouveaux intellectuels du pays, il faut les promouvoir. Et ils ont tous été nommés députés. Enfin, ils ont fait une liste et la liste a été votée. Mais certains ont choisi de dire après, on devient des hommes politiques. Comme Mouzawar, il a dit, je deviens. Désormais, il faut que je sois élu. Ali Soali a fait ce même choix. Il faut que je sois élu. Les autres qui ont choisi d'être élus, ils ont dit, mais on sera élu du côté de Seyed Mohamed Cheick. Comme Taki et d'autres. Ça a fait après créer le parti vert, le parti blanc, et ce qui est devenu après le parti Oumma du prince El Ibrahim, dans lequel, moi, ce que j'ai dit qu'Ali Soali était un bon stratège, il a fait son Mranda qui fait de l'entrisme chez le prince El Ibrahim. Il a eu le parapluie du prince El Ibrahim, qui est un grand parti, qui était une grande personnalité, de même niveau que Seyed Mohamed Cheick. Son Mranda a pu, c'était un groupement qui n'était pas une vraie force politique, qui n'avait pas vraiment des élus politiques, à part Ali Soali, qui était dans la liste du prince El Ibrahim, mais qui était très actif sur le terrain, comme on le dit. Et faire de la grande mobilisation dans des manifestations. Moi, je me rappelle, je n'étais même pas encore dans ce niveau-là,
une grève des lycéens où lui, soit Ahmed Abdallah, il a fait une manifestation. Les élèves étaient en grève. Lui, il fait une manifestation disant moquerie sur Ahmed Abdallah, Pio Pio Nalawi, Wana Ojoso. Donc, quand Ahmed Abdallah s'en aille, c'est comme ça que les enfants pourront être éduqués. Ça fait une mobilisation. Et une fois qu'il arrive à faire ça, il a son impact politique. En termes de stratégie, et dans cette logique-là, il intègre, non pas le PASOKO qui disait Parti Socialiste des Comores pour l'indépendance, même pas le Molinako qui était derrière, mais il entre dans ce qu'on appelait le Front National Uni. Toutes les oppositions se mettent d'accord pour se débarrasser d'Ahmed Abdallah. C'est là où il s'est intégré. Et qu'il était quelqu'un de très influent parce que le plus dynamique. Donc, en termes de stratégie, quand je parle de l'entrisme, l'historien le connaît mieux que moi, je donne un exemple. En France, Jospin a fait de l'entrisme des mouvements communistes ici, anarchistes ou ce que l'on appelait le 4e international, pour entrer au PS, jusqu'à devenir premier ministre du PS. Ça, c'est la stratégie politique pure. Ça se fait dans beaucoup de cas. Au Comores, ça se fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui arrivent à dire, on l'a vécu dans la vie politique sous Sambi. Maître Fahmi avait un parti qui s'appelait le PEC. Il a fait dans le Djoua, et Sambi l'a désigné comme candidat du Djoua pour des présidentielles. À l'histoire, il a pratiqué, et il est arrivé à ce niveau-là. Maintenant, la question que l'historien mieux placé peut-être pour répondre, mais qui n'a pas répondu, est-ce que c'est le prince d'Ibrahim qui est devenu président? Ali Soali a fait le coup d'État. On peut discuter de la manière dont le coup d'État a été fait. On peut discuter de là-dessus. Mais il a fait le coup d'État. Une fois qu'il a fait le coup d'État, c'est dans le Front National Uni, on choisit le prince Mohamed Jafar comme président. Le prince d'Ibrahim, il part à la Mecque. Il décède là-bas. Qu'est-ce qui allait réellement se passer? On ne sait pas réellement ce qui se passait, mais Ali Soali a mis sa dynamique auprès de tous ceux qui étaient dans le Front National Uni. Le coup d'État au mois d'août, l'élection présidentielle pour savoir qui est le président, c'est en janvier. Ceux qui étaient dans le Conseil national de la Révolution ont choisi Ali Soali contre Mohamed Jafar. Oui. Donc ça se dit la stratégie politique pour conquérir un pouvoir. Maintenant, comment on va gouverner, c'est une autre question. Donc, on est d'accord que Ali Soali arrive au pouvoir par le biais d'un coup d'État. D'un coup d'État en tant que stratège politique, tu veux rajouter? Oui. Non, mais je le disais tout à l'heure, c'est vrai que cette question de la volonté ou du moins de la politique imaginée par Ali Soali en faisant le coup d'État pose beaucoup de questions. Après, des témoignages que j'ai pu recevoir laissent penser vraiment que c'était le prince d'Ibrahim qui était amené à devenir président. Et que dans son habillement de prince religieux, c'était inconcevable de lier son pouvoir à un coup d'État et que pour cela, il fallait se laver. Et d'ailleurs, on pense même que le fait d'aller à la Mecque avant de devenir président, c'est une autre façon de se laver de toute soupçon et de redevenir blanc comme neige avant d'endosser ce rôle de présidence. Et il y a un livre de Mohamed Youssouf, une biographie qui dit intitulée de la marine française à la révolution comorienne, publié aux éditions 4 étoiles, et qui témoigne un peu de ça, et que visiblement il a été aux côtés d'Ali Soali au moment du coup d'État. Enfin, il a fait le voyage de la station, je sais plus comment elle s'appelait, à côté du palais de justice, jusqu'à la radio Comore, à l'ancienne radio Comore, pour aller faire l'annonce du coup d'État. Et qu'Ali Soali aurait fait l'annonce du coup d'État en disant nous avons renversé le pouvoir d'Ahmed Abdallah, revenez tous, rassemblement tous à la place Badjanan. Et sur la route, il s'est rendu compte qu'en fait on a fait une annonce, on n'a pas annoncé un président. Et là, il retourne à la radio, refait une autre annonce, c'est cette annonce qui sera rediffusée. Il dit, nous avons renversé le pouvoir, rendez-vous chez le prince d'Ibrahim. Et à ce moment-là, qu'il décide
de Saïd Mohamed Jafar comme étant le président du Conseil révolutionnaire. Saïd Mohamed Jafar, il n'avait rien demandé à ce moment-là, mais c'était une figure qui faisait consensus, qui permettait à la fois, parce qu'il était à la fois proche des mouvements de jeunes politiques, mais à ce moment-là, c'était les Blancs, les RDPC, Rassemblement démocratique comorien, les Moussar Abdallah, les Mroujaï, ils étaient plus proches d'eux, mais aussi c'était une figure emblématique, enfin traditionnelle, parce qu'il est issu d'une branche princière et qu'il était aussi proche des cheikhs et autres. Du coup, ça faisait consensus en quelque sorte. Mais sur la présidence d'Ali Soalihi, moi, je tends à penser que Ali Soalihi était amené à être la figure emblématique de ce pouvoir sans être réellement un président. Parce que même avant d'embrasser la présidence, hein, il mène déjà des descentes en Béni, alors qu'il est ministre conseiller à la justice en binôme. Mais c'est lui qui mène quand même cette descente en Béni pour délivrer la ville qui était entrée en front parce que c'était le fief de Mohamed Taki Abdel Karim, par exemple. À ce moment-là, on voit que lui, parce que c'est lui qui mène, c'est lui le stratège. Mais je pense, il y avait un témoignage, je vais en finir là, mais il y avait un témoignage de Saïd Ali Kemal qui me disait, et je pense, j'ai trouvé ça juste. Je dis pas que c'est la vraie histoire, mais il me disait que en fait, Ali Soalihi, dans son idée avec mon père, c'était en fait de rétablir une sorte de monarchie dans laquelle mon père, enfin c'est le prince Saïd Ibrahim, serait le roi, le prince du pays, et que l'homme du terrain, le premier ministre, ça serait celui qui va partout et qui est partout, qui mène la politique du pays, serait Ali Soalihi. Moi, je m'allie plutôt à cette idée-là. En tout cas, les événements, l'enchaînement des événements tend à penser que il y a la fille d'Ali Soalihi témoignant aussi, disait que après le coup d'État, sa grand-mère aurait demandé à son père Ali Soalihi, il aurait dit bon Ali, et pas nous qui va gouverner, qu'Ali Soalihi aurait répondu et yazila hemze, le pouvoir c'est pour le mzé. Le mzé en pensant c'est des témoignages qui viennent par là, mais quand on recoupe tout ça, on a tendance à penser que le pouvoir était imaginé. Donc, apporter une précision avant de passer cette étape-là, que la plupart de l'opinion pense que c'est Ali Soalihi qui a fait le coup d'État seul, alors que c'était le Front National Uni dont faisait partie Ali Soalihi. D'accord, donc c'était plutôt Ali Soalihi. Mais c'était dans le cadre du Front National Uni. Oui, même si c'était lui le leader. Il a utilisé le Front National Uni, mais c'est dans ce cadre-là. On peut pas dire que Ali Soalihi c'est le premier Comorien à avoir fait un coup d'État au Comore. On peut dire le Front National Uni. Non, mine de rien, on peut le dire. Qui le composent sont les premiers à avoir fait un coup d'État. D'accord. On peut vraiment dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Ou pas coup d'État, un concours de circonstances l'a fait arriver au pouvoir. Maintenant, on va parler de sa révolution et comment justement il mène le pays pendant ces deux années. Je commence par qui? Non, mais je veux bien. Non, mais son pouvoir. Moi, j'aurais voulu dire quelque chose sur le coup d'État, mais oui, on en a beaucoup parlé du coup d'État. Ça serait bien parce que justement, je voulais y revenir à Jacques qui n'a pas connu cette période, mais qui est fasciné par le personnage. Je pense que ses réalisations, enfin les réalisations du coup d'État et même ce qui s'est passé pendant ces 2 années l'ont aussi inspiré, non? Oui, beaucoup. Voilà. Oui. Donc ce serait intéressant aussi de parler pour le public novice de ses réalisations en moins de 2 ans. En 2 ans. L'œuvre de Guy Sidé, qui est intitulée Ali Soalihi, l'imposture féodalo-bourgeois, revient un peu sur les phases. Il a divisé un peu les phases, et c'est vrai que dans les discours d'Ali Soalihi, même si chronologiquement les choses, enfin cette politique s'entremêle, mais quand on retrace un peu les discours d'Ali Soalihi, on arrive un peu à retracer un peu chronologiquement l'idée que se faisait Ali Soalihi sur 3 phases. Il y avait ce qu'il avait appelé le Fakouzi Udaraka Yassirika, une révolution politique, une révolution sociale, puis une révolution économique qui était insufflé par ce qu'on a appelé Poulain Mandeleyo, le plan intérimaire. Et c'est ces 3 phases, mais en fait c'était 3 phases transitoires. C'était c'est ce qu'on oublie, on oublie de préciser. Moi, que le plan intérimaire qui était un plan provisoire et même sur
l'intitulé, c'est marqué, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est marqué dans le plan intérimaire qui couvrait les années 70 jusqu'en 82 précisément. Et en 1982, ce plan était amené à être renouvelé et avoir un plan plus précis. Et tout à l'heure, je disais que on aime faire l'histoire. Moi, j'aime faire de l'histoire en m'attachant au vernaculaire, notamment à la langue. Et je reviens sur cet adage, une phrase très comorienne qui dit « Yaroman Tanzan Yozinanai ». Et j'utilise beaucoup cette phrase pour introduire un peu l'histoire d'Ali Swalihi. Non, mais littéralement, on peut le traduire à c'est lui qui, à force de trop en faire, c'est lui qui danse trop, finit toujours par mal danser à un moment donné. Donc, à un moment donné, il faut savoir laisser la place et aller à autre chose. Et je pense que cette phrase, en fait, traduit un peu la politique, enfin, du moins la période d'Ali Swalihi. Parce que, avec Dessy, même si c'est quelque chose que les historiens n'aiment pas beaucoup, mais avec Dessy, on peut refaire un monde. Et c'est vrai que la période de 2 ans, en 2 ans, on peut dire Ali Swalihi avait bousculé beaucoup de mœurs à la fois, mais en même temps, est-ce que c'est pas ces 2 ans-là qui sauvent la politique d'Ali Swalihi, justement? De se dire que, de fantasmer sur ça, de se dire que, ah ouais, 2 ans, il a fait ceci. Mais est-ce que sur la longueur, ça aurait tenu? Pour ça, je dis, avec Dessy, on peut toujours faire le monde. Est-ce que si ce plan avait tenu jusqu'en 82, est-ce qu'on aurait eu vraiment, parce que on se rend compte qu'à la fin, en 78, c'était pas la fin voulue par Ali Swalihi, mais du moins quand on arrive en 78, on voit qu'il y a pas mal de dysfonctionnements, à la fois économiques. On voit aussi qu'il y a une anti-révolution qui est menée à l'intérieur par rapport à des événements qui surviennent notamment à Ikoni, et qu'à Ikoni, c'était l'un des fiefs d'Ali Swalihi, du prince Saïd Ibrahim, et qu'il y avait pas mal de militaires d'Ikoni qui n'ont pas naturellement adhéré ou qui n'ont pas apprécié ce qui s'est passé à Ikoni. Et ces militaires-là, même si aujourd'hui les langues se délient, tout le monde raconte un peu son vécu, mais à l'époque, c'était hors de question de se dénoncer, de se dire moi, j'ai pas apprécié ce qui s'est passé au Bichioni, par exemple. Alors qu'il y avait une grande partie de militaires, de soldats, que ce soit de l'armée révolutionnaire ou du commando qui étaient des Iconiens. Et que ces gens-là, quand on tue un frère ou un cousin, un tonton ou quelqu'un qu'on connaît parce qu'on l'a vécu avec, on est quand même un peu touché par cela. Et je sais qu'il y a pas mal des anciens militaires d'Ikoni qui disaient qu'au fond, à un moment donné, ils ne savaient pas trop où se mettre, mais ils étaient dedans, ils savaient que renoncer, c'était aussi prendre le risque de se faire arrêter et de se faire torturer par la suite. Donc, Jacques, ce côté dictature d'Ali Swalihi, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle vous fascine autant? Oui, je pense qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé au même moment, dans le même contexte international, c'était juste, c'était que des bagarres. C'était pas aussi violent que les gens le présentent, en fait. Il y a eu des violences, certes, mais quand on regarde après Ali Swalihi, Ahmed Abdallah, c'était vraiment des vraies violences. Des familles qui disparaissaient, des meurtres. Là, ils ont vraiment vécu la vraie dictature. Alors qu'à Ali Swalihi, on peut compter les événements, on peut dire Béni, Ikoni. Alors que sur la période qui est venue après, pour effacer la période swalihiste, pour revenir sur le sur le conformisme de la politique africaine, parce que Ahmed Abdallah, c'était le conformisme, se conformer à ce qui se passe en Afrique, ne pas être révolutionnaire, être sur le camp occidental et tout. Il y a eu beaucoup d'exactions. Mais ça a duré 2 ans. Tu penses que si il avait survécu jusqu'en 82, non, ça, il y aurait eu... non, je saurais pas dire, mais il y aurait eu... Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des morts en Béni. En Béni, on en compte, je crois, 4, je sais plus, je me rappelle plus du nombre, mais 4 ou 5, je pense. Mais peu de gens le savent. Oui, mais par rapport à Ahmed Abdallah, c'est des centaines de morts, c'est des disparus, les mercenaires, c'était une catastrophe.
Alors que c'est le camp occidental, le camp de la démocratie. Mhm. Ahmed Abdallah était soutenu des mercenaires. par le camp capitaliste, par l'Ouest. Est-ce que je peux dire quelque chose de... Donc la démocratie que sur cette gouvernance? allez-y. Oui. On passe outre la question du coup d'État. Ouais. Mais permettez-moi juste de vous donner une petite information vécue. Au moment où il y a eu le coup d'État, la première balle tirée en l'air, nous on était place Badjanani. Mhm. Un fils de Mohamed Jafar, paix à son âme, qui est décédé, il a dit il y a un coup d'État. Comment pouvait-il savoir qu'il y avait un coup d'État? Un fils de Mohamed Jafar. Et quand Ali Soali fait sa tournée après la radio, il revient, ils se retrouvent tous chez Mohamed Jafar. C'est là où ils l'ont choisi comme président. Mhm. Et enfin, il y avait un militaire de haut rang qui était chef de la garde des Comores, qui est devenu après colonel Mouali Mansour. Ahmed Abdallah n'a plus jamais voulu le voir durant tout son parcours. Parce que il était au camp de la garde présidentielle, chef qui a permis que ce coup d'État soit fait. Donc il faut... Il n'était pas présent. Enfin, c'est lui qui était chef, mais au moment du coup d'État, il n'est pas là, justement, pour laisser libre ben voilà. que les choses On sait que c'est quelque chose qui a été... Ali Soali, c'est lui qui l'a fait. Et il était allé avec même des anciens militaires de France, des Comoriens, des marins qui étaient des militaires, ou le lieutenant Soudjaï Dikoni. connu, ouais. Il y a Abdou, qu'on appelle Abdou Dev. C'est lui, ouais. Mais lui, il n'était pas dans le coup d'État. Non, je vous dis qu'il était entouré de gens qui savaient ce que c'est que faire un coup d'État. Mais lui, il a assumé comme étant le chef de ce coup d'État. C'est lui, le coup d'État d'Ali Soali. Maintenant, laissons cette partie, parce que sur Ali Soali, il y a d'autres questions. Ingénieur agronome ou pas ingénieur agronome, on peut avoir des choses. Ah, même ses diplômes sont contestés? Non, c'est pas qu'il a fait la formation d'agronomie, mais le titre d'ingénieur, c'est une signature de ses métiers. Qu'est-ce que t'en penses, Soussam, toi qui as travaillé sur la question? Non, il a quand même obtenu ses résultats. Oui, il a fait des difficultés parce qu'à l'époque, les jeunes comoriens ou africains qui étaient ici étaient beaucoup entre... Ali Soali, il a fréquenté la SEC. La SEC, ouais. Il n'était pas un membre adhérent, mais il était dans les réunions, il y allait. C'est là qu'il a fait pas mal de rencontres, notamment avec Abdou Youssouf, Abdou Def, qui était dedans. Lui aussi, lui non plus, il n'avait pas adhéré, mais ces mouvements-là se connaissaient. Et les gens de la SEC, à l'époque, ils étaient tellement pris par ces mouvements de contestation et que parfois, ça penchait un peu au niveau des études. Oui. Mais il y en a qui ont laissé les études. Oui, il y en a qui ont abandonné, pas mal ont abandonné. Mais il y en a qui ont... Ali Soali, il a quand même validé ses diplômes avec, peut-être pas, il a fait doubler une fois. En tout cas, il y avait une année il n'avait pas réussi à valider son année, mais il est quand même reconnu. Non, moi j'ai dit qu'il a fait ses études d'agronome, il a eu le diplôme, mais le titre d'ingénieur, c'était une décision du conseil de gouvernement de Comores. Parce qu'il n'était pas le seul dans le cas. Le gouvernement pouvait donner des titres. Ah oui. Voilà. Maintenant, sur sa manière de gouverner. Ouais. Sa manière de gouverner. Moi, je soulève un certain nombre d'interrogations. En donnant des cas concrets. Quand il organise une élection présidentielle, il dit le Raïs, alors qu'il a dit qu'il n'est plus Raïs. Il était sorti. Il n'y avait plus. Ouais. Il était chez lui. Tout le monde devait rentrer chez lui. Les fonctionnaires, lui-même. Ouais, il est rentré. Il est rentré. Et il organise une élection, le Raïs et son remplaçant. On ne connaît pas le remplaçant. Non, c'était pas une élection. C'était une sorte de consultation, référendum. Et non, on devait choisir un chef d'État. Oui, mais moi je pense, c'est vrai que ça a eu une conséquence très grave, ça. Parce oui, qu'à Mouéli, le vice-président... Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu cet épisode pour les téléspectateurs? Oui. À un moment donné, Ali Soali a décidé qu'on dissout toute l'administration. D'accord. Tout le monde rentre chez lui. Il n'y a plus personne. Et on organise une élection, consultation, référendum. Il organise une élection, un scrutin où on va choisir le chef de l'État. Et qu'est-ce que pense Mouéli? À l'époque, le vice-président était Mohamed Hassan Ali de Mouéli. Quand ils entendent le Raïs ou le Badala, le remplaçant, et tous les Mouéliens se sont dit c'est Mohamed Hassan Ali. Il a fallu une répression dure sur cette affaire-là.
y compris Mohamed Hassan Ali lui-même mis en résidence surveillée. Ça, c'est en termes d'élection. Oui, mais ça, c'est de la politique politicienne, je veux dire. Ah non, ça, c'est la question de la démocratie ou pas. C'est pas une question politicienne, c'est la démocratie ou pas. Mais la démocratie, on a dit quoi? Le Raïs, il a gagné. Il a été élu. Non, mais quel que soit enfin, on peut contester le déroulement, mais en tout cas, le résultat fait que... Est-ce qu'on a eu des résultats dans juin? Est-ce qu'on a eu le résultat de mois? On les a pas eu, les résultats? Si, il y a eu pas mal de manquements, mais après, on a fini par avoir les résultats. Les élections, alors, si vous dites ça, là, je peux dire qu'Azali a été élu. Mais c'était pas le même contexte. Non, mais c'est pas des élections. En fait, je dis que quand on fait une élection, il y a une institution qui gère des élections. C'est pas une élection présidentielle au sens proprement dit. En fait, à un moment donné, Ali Swali, il a voulu, bon, j'ai dit une politique politicienne parce que c'était de sa part une manière de sonder la population, de voir où en est la population par rapport à ma politique. D'accord. Et il a inventé cette formule de dire on va faire des élections, enfin une consultation, soit de valider la politique qu'on est en train de mener. Ah non, ça n'a pas été dit comme ça. Oui, ça a été dit le président ou le remplaçant. Non. Mais les gens ont été appelés à voter là-dessus. Les gens ont mal interprété Est-ce qu'on interprète une formule d'élection? On l'interprète pas. On vote pour un ou l'autre. Je vais juste finir. En fait, les gens ont mal interprété cette formule. Les Comoriens n'étaient pas encore prêts exactement. À ça. Il y a un peu ça. On va revenir à l'idée que les Comoriens qui ont choisi l'indépendance. On a beaucoup volé les Comoriens par rapport aux élections. Cette histoire d'élection, on sait pertinemment que depuis la colonisation, comment se passaient les élections. Mais le référendum pour l'indépendance, les Comoriens ont voté. Oui, personne ne les a obligés de voter pour l'indépendance. Ils l'ont voté. Là, on est dans un autre contexte, c'est un autre cheminement qui arrive à ça. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec Mohamed Hassan Ali, qui était le vice-président d'Ali Swali. Et quand on a parlé de ça, il était mort de rire sur cette élection. En revenant sur ça, parce que il se dit, enfin, avec beaucoup de recul, j'ai parlé avec la population de Mouali. Moi, je suis parti en Mouali. J'ai eu la chance de partir en Mouali, de soigner la population. Et c'est là que j'ai appris cette fameuse bada-là. Je le connaissais même pas. Je l'ai appris sur Mouali. Et c'est vrai que cet épisode a beaucoup marqué la population de Mouali. Beaucoup. Et, mais en fait, ce qui en ressort, c'est que, Ali Swali a joué avec une formule pour à la fois sonder la population. Et c'était aussi une manière, en fait, de rééduquer la population sur sa politique. D'accord, je veux juste revenir sur cette rééducation de la population par rapport à la politique. Le Msomouani, sans vouloir bifurquer, c'est exactement le but du Msomouani. Quand vous me parliez tout à l'heure de clandestinité, on sait qu'ils allaient dans les villages pour essayer d'éduquer les paysans, etc., à la vie politique. Bah là, je pense que, est-ce qu'on peut pas dire que Ali Swali, avec cette tentative avec cette élection, n'a pas voulu justement tester la population à la vie politique, mais d'un point de vue national, quoi. Moi, je fais une différence entre quelqu'un qui est au pouvoir et quelqu'un qui est dans l'opposition, qui veut. Non, mais officiellement, vous n'êtes pas dans l'opposition. Mais vous n'étiez pas dans l'opposition à cette époque-là. Attends. Le Msomouani, enfin, outre la SEC qui était à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce que vous dites, c'était dans la clandestinité. Ça, c'est un mouvement de France. Qui se préparait dans France. Et donc, certains ont commencé à rentrer après. Vous étiez conscient que la population, là où je veux en venir, c'est que vous étiez conscient à cette époque-là que la population n'était pas encore, vu tout ce qui s'était passé pendant la colonisation, n'était pas encore prêt à ces exercices de vote, de politique tel qu'on le conçoit à ce moment-là et à cette époque-là. Outre l'indépendance, je ne pense pas de cette manière. Je pense que la population, si on peut analyser de cette manière-là, est-ce qu'elle était prête à adhérer à une idée révolutionnaire ou pas? Mais que savoir voter ou pas voter, les gens savaient voter. Il y avait des élections municipales avant, il y avait des élections avant. Il y avait des élections avant. Que les élections municipales, c'était pas toute la population. Alors maintenant, est-ce que les Comoriens, à ce moment-là, allaient voter quelqu'un de bien ou de pas bien? Ça, c'est autre chose. Mais les gens savaient voter. Il y avait des partis politiques. Oui, les gens savaient voter, mais choisir le bon ou le mauvais, c'est une autre chose. Mais les gens savaient ce que c'est qu'un vote. Alors, donc, on se retrouve devant ce cas-là. On vote pour qui? À moins de prendre les gens pour des idiots ou des imbéciles, on leur dit de voter quelqu'un, vous savez pas qui c'est. J'ai jamais entendu ça dans aucun pays du monde. De dire vous allez voter quelqu'un dont vous savez pas qui c'est. Les gens savaient
parlez de l'élection du Badala, enfin de... Ben oui, comment vous Si, allez voter? les gens savaient ce que ça veut dire. Donc, c'était Mohamed Hassan Ali pour le Moïlien. Oui, les Moïliens, on l'avait interprété comme ça. Et ils ont été général, ils avaient- réprimés. Tu reconnais ça? Si, ils ont été... Non, c'était pas une, Il y a eu c'était pas une démo- déplacement de population, pas mal de Moïliens ont été amenés en Gazidia, Oui. justement. Il y en a qui C'était étaient pas- placés dans des familles d'accueil, d'autres en prison. Donc voilà, parce que... Ça n'a pas été un mais- cadeau pour mais, la mais, population. mais en soi, ce qui devrait en sortir, c'est de dire, est-ce qu'on change de politique ou pas? Alors, Le revenons. Badal, ça pourrait être une nouvelle politique. Mouali a compris ça comme étant, OK, Badala Wa président, ça serait son vice-président. Du coup, eux, ils votent en masse pour le Badal, pas forcément parce qu'ils sont contre Ali Zouali, mais juste parce qu'ils veulent que Mohamed Hassan Ali soit président. Parce qu'il est moélien. Voilà. Exactement. Donc là, on revient sur la manière dont les Comoriens votent. On vote en fonction de l'appartenance villageoise ou l'appartenance, l'affiliation par rapport à l'oncle qui est dans telle partie. Donc, Ali Souali est dans tout ça. Il a voulu, d'après ce que je comprends, il a voulu tester la Ils population. voulaient sonder, ouais. Sonder pour voir est-ce que la population était toujours dans ce mode de fonctionnement au niveau des votes. C'est ça. Oui, et de sa politique aussi. Et de sa politique, De sa bien sûr. politique, oui. si les gens Oui, y adhéraient, oui, voilà. si les gens Ça, c'est adhèrent sa ou pas. politique ou pas. Ça, c'est Adhère une ou question pas. essentielle. D'accord. C'est une question essentielle. Jusque-là, jusqu'avant d'arriver au pouvoir, Ali Souali représentait quoi en électorat? D'accord. Voilà. Donc, c'est une question essentielle. Ce que je représente en électorat. Aujourd'hui, je vais aller à une élection D'accord. qui se Donc, dit démocratique. D'accord. Je vais la gagner ou je vais la perdre? Donc pour le Moussa Moumeni, Ali Souali n'avait pas l'appui de toute la population. Pas du tout. D'accord. Pas Donc, du tout. Sinon, il aurait régnait, Aucun il régnait avec... président, oui. il n'y a pas eu de Oui, président même moi, je suis qui avait une d'accord avec- adhésion Oui, Et moi, je suis populaire. d'accord. Bien sûr, Il y avait- Maintenant, il y a un autre élément dans sa gouvernance. Une des réalisations majeures d'Ali Souali, c'est les Moudria. D'accord. Les Moudria, Les qui Moudria, étaient, tu peux expliquer Moudria, c'était rapidement des institutions de décentralisation du pouvoir. Ouais. La plupart des Comoriens ne savent pas que c'était un crédit. La plupart des Comoriens ne savaient pas ça. Que l'État comorien a eu un crédit auprès de la Banque africaine de développement de 7 milliards de francs comoriens pour construire ça. Avec, comme contrepartie, la population travaillait bénévolement. Personne n'était payé pour ce travail-là, à part les ingénieurs, les machins. Mais les gens, on les obligeait à venir, qu'ils le veuillent ou non, à venir travailler. Ouais. Est-ce que Mais oui, je termine là-dessus. Donc, on dit aux gens, venez travailler que vous le voulez. Et si vous ne voulez pas, il y avait la chicotte. C'était clair là-dessus. Il n'y avait pas de, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu viens travailler parce que l'État a décidé que tu dois travailler pour les Moudria. Moi, j'ai dit que c'était une bonne chose de vouloir faire la décentralisation. Mais je me suis posé une question par rapport à l'histoire des Comores. Quelle était la priorité des Comoriens au moment de l'indépendance? Qu'est-ce qui les intéressait le plus? Je me suis dit que est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé après l'arrivée d'Ali Souali avec ses Moudria? Ahmed Abdallah, il est venu, il faut se débarrasser de cette mission de décentralisation. Le pouvoir, c'est moi, avec mon régime. Il transforme ça en collège ruraux. Et tout le monde a adhéré à l'idée d'avoir des collèges ruraux. Parce que jusque-là, l'enseignement était où? Au lycée Seydi Mohamed Cheikh. Ceux qui ne pouvaient pas aller au lycée Seydi Mohamed Cheikh, ils étaient de toute façon éliminés d'avance. Moi, je suis dans l'idée que les Comoriens, parmi leurs revendications essentielles, c'était l'éducation. Donc, Ali Souali n'avait pas mis l'accent sur l'éducation. Non, je ne dis pas que... Si, non, quand même, on peut pas dire ça. Non, attends que je précise. C'est Moudria. Il n'a pas eu le temps de le mettre en place. Il n'a pas eu le temps de le mettre en place. Il n'a pas eu, bien sûr, le temps de construire des écoles. Je ne dis pas qu'il n'avait pas l'idée de construire des écoles. Je ne dis pas ça. Je dis la priorité. En quelque sorte, il les avait construits. Ah, donc il les avait construits, il avait Pas les Moudria, hein. C'était pas destiné à devenir des écoles. Mais on voit que dans pas mal de villes, dans certains coins, il y avait des formations, en fait, si vous voulez, Ali Souali avait une conception de l'enseignement autre que la conception c'est une conception professionnelle. Son enseignement, c'était plus basé sur l'enseignement professionnel, la professionnalisation.
Par exemple, il y a une figure, un exemple que Monsieur SMS doit bien connaître, l'exemple de la femme Fawzia Liamir, par exemple. Elle devient présentatrice de ce moment-là, alors que pas mal de ses oncles étaient dans l'opposition, par exemple, mais il était devenu une figure du journalisme, de la présentation, du journalisme au Comores. C'était une forme de formation. Elle a suivi une formation accélérée pour devenir, enfin, je cite ça parce que ça, c'est quelque chose de très connu, c'est une journaliste très connue qui a été formée à ce moment-là. Les écoles sont fermées, mais à côté de ça, Ali Souali avait une vision qui rejoint un peu à l'ouvrage de, comment il s'appelle? L'Afrique noire est mal partie, je sais plus, j'ai oublié. René Dumont. René Dumont. C'est baser l'enseignement sur une professionnalisation et sortir de cet enseignement général qu'on connaît aujourd'hui du CP1, CP2 jusqu'à en terminale. Mais lui, c'était on forme comme ça. Vous avez une formation, vous partez à l'étranger, vous suivez une formation, vous revenez et puis ainsi de suite. Alors, en fait, l'idée dont il parle, en fait, c'est très important je reviendrai sur la révolution. En fait, l'idée, c'est de mettre les travailleurs. Il disait, des travailleurs au centre de la révolution. Donc lui, quand il faisait ses discours, il disait pas le peuple, il disait des travailleurs. Bien sûr. Donc il disait que je parle aux travailleurs. Vous avez été exploités pendant des années. Donc il explique l'histoire des travailleurs, comment ils étaient exploités par une classe bourgeoise, par le colon. Et maintenant, moi, je vais vous donner les armes pour prendre vos destins. Donc la formation était une formation en direct chez les travailleurs, pas dans des écoles. Et même juste un petit point sur l'instruction, sur la politique de l'Alifoubé. Oui. C'est une forme d'enseignement, enfin d'instruction. On peut en débattre bien ou pas bien, mais ça reste quand même une instruction. Est-ce que c'était pas aussi une manière de combler aussi tous les retards liés, à la période coloniale, parce que faut savoir qu'après l'indépendance, franchement, le niveau d'instruction des Comoriens, il était sur le territoire, il était limite. Il y avait beaucoup de manquements, notamment au niveau de l'enseignement, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'instituteurs, pas de médecins, enfin. Alors, on peut être concret dans cette situation, parce que la colonisation, c'était quoi? C'était on choisit quelques éléments qui pourront être enseignés pour pouvoir servir le système colonial. C'était le but. Et jusqu'en 73, 2 ans avant l'indépendance, il y avait à peine 60 enfants qui pouvaient aller au lycée. Enfin, ce qu'on appelait le lycée, c'était le collège. C'est un concours d'entrée en 6e, je dis pour l'archipel, y compris parmi les 60-là, enfants, il y avait les enfants de la colonisation eux-mêmes, les enfants de ceux qui venaient de la métropole, qui faisaient partie de ce concours. Vous voyez que c'est une portion congrue d'enfants comoriens qui pouvaient aller faire d'enseignement secondaire. Mais cette approche d'Ali Souali, de dire, on va former les gens. Je disais que j'allais parler du cas de Fawzia, comme tant d'autres qui étaient pris. Fawzia, c'est ma nièce. Dès qu'elle a eu une sortie extérieure, c'était pour accompagner, je crois, une équipe de basket, si je me rappelle bien. Non, c'était une formation qui était ils ont passé par l'Algérie, c'est ça? Ils ont passé par l'Algérie, passé par Rome. Elle a décidé de venir en France, à l'exil. Donc, elle n'avait pas adhéré à cette approche. J'ai jamais dit qu'ils avaient adhéré. Donc, c'est quand cette formation, on apprend quelqu'un, elle avait quoi? Elle avait même pas 18 ans. Tu l'apprends le métier de journaliste, comme ça, sur le tas. Et heureusement, elle avait du talent. Elle avait du talent personnel. Mais quand elle fait ça, quand elle décide de rester en France, dit je rentre pas aux Comores, comme tous ceux qui étaient sortis avec elle, qu'est-ce qui se passe? La maison familiale était fermée. Fermée complètement. Personne de sa famille ne pouvait rentrer dedans, dans la maison familiale. Ahmed Ali Amir, son frère, qui est aujourd'hui conseiller à la présidence, il a vécu jusqu'à la chute d'Ali Souali avec un jogging qu'il avait mis ce jour-là. Donc, c'était ça la réalité de ce que les gens vivaient. C'est une autre réalité. Donc toi, tu ne partages pas cette réalité? Ah si, non, c'est vrai. Cette anecdote, elle est vraie. Elle est vraie, mais après, ça résume pas. Est-ce qu'on peut résumer la politique d'Ali Souali? Alors, on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Alors, plus déjà, c'était vraiment des
une petite répression domestique. Ah non, je vais vous donner des C'est exemples. comme si dans une famille, on essaie de se donner des leçons. Genre, je te laisse pas rentrer chez toi, je ferme les portes. Ça va. Après, Ahmed Abdallah, il faisait quoi? Il assassinait tout le monde. C'était pas domestique, c'était des assassinats, des meurtres, des tortures, alors qu'Ali Soali, il fermait juste les maisons parce que la personne non, pendant la révolution. je vais organiser des choses concrètes. Donc c'était juste des surtout des choses, mon ami, que vous n'avez pas vécu, que nous avons recadrage vécu. domestique. Je vais vous donner des exemples concrets de ce que c'est la dictature sous Ali Soali. Moi, je l'ai vécu. Sur mon corps. Je l'ai vécu sur mon corps. On a été tout un groupe de jeunes qu'on nous a mis dans une citerne avec de l'eau dedans. Ce qui est devenu le CNRS aujourd'hui. Ouais. On nous a mis dans une citerne pendant plusieurs jours. C'était la politique de la citerne. Ouais. Donc, parce en fait, on n'était même pas des opposants qui criaient, qui manifestaient, etc. Parce qu'il n'y avait pas de manifestation contre le régime. C'était pas possible de faire de manifestation. Moi, j'aurais Mais une fois, attendez, je vais terminer là-dessus. Une fois qu'on a vécu ça, pendant qu'on était là-bas, c'est un prisonnier de droit commun qui est venu nous soigner. C'est caché, nous soigner. Qu'est-ce que ça voulait dire? Moi, j'ai fait du rempart comme ça, les coudes et les genoux à 1h du matin avec des coups de ceinture sur la tête du côté de la boucle de la ceinture. On était des jeunes qui n'étaient pas des révolutionnaires décidés à se battre contre un régime, etc. Et pendant qu'on était là, qu'est-ce que nous dit le prisonnier? Il a dit, vous pouvez considérer que vous avez de la chance. Parce que toute la journée, il y avait des tôles qui étaient mis sous le soleil et on a mis des notables qui avaient fait des histoires de mariage. On leur a enlevé les habits, ils sont dormis sur la tôle sous le soleil. Et ces notables-là, dans certains villages, on leur demandait de courir avec un véhicule derrière qui court derrière eux. Ouais, mais ça, c'est plutôt rigolo. Rigolo? Vous, franchement. C'est quoi ça? Non, mais parce que, moi, j'ai dit, la manière avait une autre conception. Je parle pas des tortures. Alors, je vais conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus. Il y a eu des tortures, c'est vrai, on l'accepte. Je vais conclure là-dessus. Je plante là-dessus. J'ai dit, ça, c'est l'erreur d'Ali Soali. Ali Soali, il y a eu un débat au sein du pouvoir Ali Soali. Faut-il créer des partis politiques qui gouvernent le pays ou on laisse le pouvoir aux comités révolutionnaires qui font ces activités-là? Et lui, il a choisi de dire, il n'y a pas besoin de partis politiques. Il est lui avec le comité de la jeunesse révolutionnaire qui faisait ces exactions. Donc, il a fait cette erreur-là qui l'a rendu impopulaire. Parce que, on l'a vu, je ne parle pas du cas de Bob Denard, qu'il était le premier à le faire venir, sans savoir qui il était. Parce qu'Ali Soali ne connaissait pas Bob Denard. Il a fait confiance à un diplomate qu'il a nommé, c'était pas un diplomate, hein, il a nommé ambassadeur, Monsieur Lebré, qui était l'ancien directeur d'Air Comores. Il a fait ambassadeur pour l'Europe. C'est lui qui l'a fait venir Bob Denard pour se débarrasser d'Ahmed Abdallah en juin. Mais, quand Bob Denard revient, tout le monde chante, tout le monde est content, alors que le pays a été agressé. Ouais, mais ça c'est autre chose. Oui, mais moi j'ai juste une question par rapport au Msomani Umeni. Vous pensez que le FD, je parle du FD, je fais un grand pas, je fais un grand pas. Mais est-ce que si le Msomani Umeni, qui est contre Ali Soali était arrivé au pouvoir, est-ce qu'ils auraient fait la même chose ou pas? Parce que, ils ont pas manqué à leur devoir aussi. Alors, qui était d'éduquer à la population, parce que vous étiez à l'intérieur de la révolution, entre guillemets. Vous avez fait un pacte pour justement continuer. Oui, la culture. Alors maintenant, ce que je peux penser derrière la culture, il y avait aussi une intention politique. Vous l'avez dit au départ. Oui, ce que je peux dire, moi, de l'analyse que j'ai faite de ce que, j'étais pas dans les responsables politiques, hein, je dis, j'étais un jeune qui suivait ce qu'on nous disait de faire. Mais là où je pense que le Front démocratique, qui n'était pas encore né, mais qui était en volonté de création, qui ne se créait qu'après Ahmed Abdallah, la SEC, moi je dis qu'il y a une erreur de n'avoir pas intégré la rupture qu'il y a eu entre Ali Soali et la France.
Soli, Mohamed Soli, je suis obligée de vous interrompre parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je vous repose quand même, je vais vous poser la même question pour les trois. d'Ali Soli, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à nos téléspectateurs qui ne connaissaient pas Ali Soli et qui vont découvrir la vision et les réalisations d'Ali Soli à travers cette émission? Oussam, toi, en tant que, avec ton positionnement d'historien, de chercheur, que peux-tu nous dire à ce sujet? Que Ali Soili, c'est le seul président comorien, c'est le seul dirigeant comorien qui a mis une politique claire, révolutionnaire certes, mais qui était définie de A à Z. On savait il y avait un point de départ et une finalité souhaitée. Alors cette finalité-là, Dieu seul sait si on l'aurait atteint ou pas. Mais à l'intérieur de cette politique, de cet imaginaire politique, il y a eu pas mal d'événements qui ont mis à la fois à mal le régime, mais aussi la population comorienne, qui a fait que la population comorienne, une large partie de la population comorienne, n'a pas adhéré à sa politique. Et aussi, il faut retenir aussi qu'en fait, Ali Soili n'a rien inventé. Parce que c'est là où on se trompe beaucoup. Ali Soili n'a rien inventé, mais il adhère à la fois à une dynamique régionale, voire internationale, de ces mouvements politiques de l'époque, mais aussi qu'il a voulu une imaginaire politique affiliée à la société comorienne, en se basant, en reprenant un peu l'idée qui se faisait à Madagascar, qu'on appelait les Fokuluma, ou le Ujamaa en Tanzanie, à amener cette idée de politique sociale. Tout à l'heure, on évoquait la manière de la construction des moudrias, mais en vrai, c'est quelque chose qui se fait aux Comores. Jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait. Seulement, c'était la première fois que un régime politique a voulu imposer ça. Mais aujourd'hui, encore, les mosquées, les barangues, les je ne sais quoi, se construisent d'une manière bénévole aux Comores, mais c'est juste qu'à ce moment-là, peut-être que c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il y a eu un manquement dans l'éducation de la population, de comment il faut faire. Ça, c'est le régime. Peut-être que c'est la responsabilité du régime aussi. Bon, là, le temps passe. Pour des raisons d'équité, je vais passer d'abord la parole à Jacques, parce que lui, en 2012, a créé un mouvement politique, Nouvelle Génération Ali Soili. Donc, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que tu as retenu d'Ali Soili et pourquoi Nouvelle Génération Soiliste? Donc, pour aller à l'essentiel, ce qu'on peut retenir d'Ali Soili, c'est que c'est une personne qui a mené une politique d'accès au pouvoir, mais aussi une politique pour améliorer les conditions de vie de la population. L'héritage après, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont focalisés sur la politique d'accès au pouvoir et de se maintenir au pouvoir. C'est ce que nous, on a connu notre génération, que la politique, c'est accéder au pouvoir, se maintenir au pouvoir. Et moi, quand j'ai découvert Ali Soili, j'ai dit, mais lui, il avait une politique focalisé sur l'amélioration des conditions de vie des gens. C'était le cœur de sa politique. Et ça, pour moi, c'était inédit et c'est toujours inédit jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de programme pour l'opposition n'a pas de programme. Ils combattent ça, mais ils n'ont pas de programme. Ils nous ont jamais présenté un programme. La plupart des politiques ne travaillent pas leur ménage, ne discutent pas sur la manière de comment ils vont améliorer la vie des gens. Alors que sur Ali Soili, tu vois ça. C'est un débat intellectuel, c'est quelque chose de profond. Et ça, moi, je le vois pas jusqu'à aujourd'hui. Et chez les autres politiciens. D'accord. Et vous, Soli, Mohamed Soli, vous partagez cette vision ou vous restez D'abord, je dirais à mon jeune frère que moi-même, j'ai écrit un ouvrage sur le développement des Comores que j'ai appelé Iman, démocratie, écologie. Comment on peut développer notre pays. Et je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui ont écrit des ouvrages sur la manière de vouloir développer notre pays. Par contre, sur Ali Soili, moi, ce que je maintiens qu'il a été un bon stratège pour acquérir le pouvoir. Après, il s'est trompé sur des questions sur lesquelles peut-être on en fait un tabou. Il s'est trompé sur les relations qu'il a établies avec le mouvement populaire maoré, de Marcel Henry et les autres, croyant qu'ils allaient le soutenir. Alors qu'il a dit plus tard que l'intelligence comorienne a été utilisée, manipulée par le mouvement populaire maoré. Il a fait la même erreur vis-à-vis de la France. Au départ, il pensait que ça pouvait trouver des solutions par rapport à la France avant de devoir couper complètement. Or, en coupant, il a mis 2 personnes qui allaient l'éliminer. Un certain Christian, qui a donné un bateau qui s'appelait le Mongagna,
qui était là, qui se chargeait par ce qu'on appelait à l'époque Morse, qui discutait avec la bande à Bob Denard, et qui était en place à Moroni. Et le responsable de l'armée à Voidou, qui était là-bas, le jour où il y a le coup d'État, lui, il a fermé les armureries. C'était un zou, hein. Mais Al-Swali a toujours assumé ce côté-là. Hein. Oui. Il a toujours dit, il y aura toutes ces deux différentes, des deux la farante. Justement. Le fait d'avoir des amitiés avec des personnalités françaises. Mais justement, faisant des amitiés avec des personnalités françaises, je le crois. Ouais. Mais il a fait confiance à Lebray, qui allait le mener au Denard, et à un chef de l'armée à Voidou, qui allait le faire éliminer. Donc, je dis, de ce point de vue-là, en termes de gouvernance, il a eu ces erreurs-là. Et moi, je dis, nous, de notre côté, nous avons fait une erreur monumentale de ne l'avoir pas soutenu dans ce côté. Nous défendons l'unité nationale, l'intégrité territoriale. On l'a considéré tout simplement comme quelqu'un qui est d'accord avec la France. Or, il a fait un acte, peut-être lui a coûté cher, le jour où le président Giscard d'Estaing lui a envoyé son conseiller spécial. Il a refusé de le recevoir. Il a dit, les jeunes du comité révolutionnaire vont le recevoir. Et le monsieur, il est revenu dire au président Giscard, Ali Swali, c'est même pas la peine de vouloir discuter, il faut s'en débarrasser. D'accord, messieurs, on arrive au bout de cette émission. Je vous remercie d'avoir participé. Je représente nos intervenants, Oussam, qui est historien, Swali, Mohamed Swali, diplomate et journaliste, mais aussi un ancien Somo Youmeni, et Jacques Latou. Qui, non, j'ai plein de casquettes, je suis juriste. Qui a beaucoup de casquettes, juriste, artiste, essayiste, politicien, enfin, il a beaucoup de casquettes. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plateau, parler encore d'Ali Swali, qui est une figure encore très passionnante. Et merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. Au revoir. À bientôt.